Vous savez, je fais un métier très, très étonnant, très original. Code Rome X, des métiers pas comme les autres. Bonsoir à tous, vous écoutez Code Rome X, un mercredi par mois, 18h. Code Rome X, c'est une émission qui est consacrée aux métiers pas comme les autres, peu ou mal, voire non répertoriés dans la nomenclature des professions. Notre destination d'aujourd'hui est aquatique et bleue, d'un cyane microscopique. Nous parlerons pondus hydrogénium, photosynthèse, mais aussi protéines, glucides, minéraux, vitamine B, acide gamma-linolénique, bêta-carotène ou superoxyde dismutase. Mon invité n'est pas chimiste ni alchimiste, chercheur ou pharmacien. Son laboratoire est un bassin sous serre où une souche mère a donné la vie et se cultive d'une manière paysanne. Je reçois aujourd'hui Thierry Rau et vous êtes spirulinier. Bonjour Thierry. Bonjour. Spirulinier, la spiruline. On va parler de cette cyanobactérie. Comment on pourrait décrire une cyanobactérie ? Alors, une cyanobactérie, en fait, c'est c'est monocellulaire. C'est vraiment ce qu'il y a de plus primaire. Il s'avère que les cyanobactéries, ce sont les premiers organismes qui se sont développés sur Terre et qui ont fait la photosynthèse. C'est un petit peu notre maman à tous. Il y a 3 milliards d'années, je crois. Il y a 3 milliards, 3 milliards et demi même, c'est ce qu'on dit. Alors après, avec ces distances-là, c'est pas toujours très simple. Mais globalement, c'est quelque chose qui va se développer dans des endroits très volcaniques, en fait, quoi. Ça se développe dans une eau avec un pH très particulier. On travaille sur un pH entre 9,5 et 10,5. Ce fameux pondus hydrogénium. C'est ça. Mon introduction. C'est ça. Et donc, vraiment au développement de la Terre, lorsque les volcans ont commencé à s'éteindre, ce sont les premiers organismes qui se sont développés, qui ont fait la photosynthèse et qui ont permis d'avoir une atmosphère sur Terre, quoi. C'est un peu notre maman. 5 règnent dans notre monde, le végétal, l'animal, les champignons, les bactéries et les cyanobactéries. C'est ça. C'est vraiment à cheval entre le règne des plantes et le règne des bactéries. Donc c'est monocellulaire, donc ça fait 300 microns, ça se voit pas du tout à l'œil nu, il faut pas du tout s'attendre à une plante. Cela dit, ça se développe un peu comme ça va se nourrir comme une plante, quoi, et ça va faire la photosynthèse comme une plante. Mais ça se nourrit plutôt comme une bactérie. C'est vraiment à cheval entre les deux. C'est pas une plante, c'est pas une bactérie, c'est à cheval. C'est une cyanobactérie. Cyanobactérie. Voilà, très souvent, on met la spiruline comme algue pour cacher ce nom-là, mais je pense que pédagogiquement, c'est pas plus mal d'informer. Alors justement, au niveau informatif, on va avoir tout le loisir durant cette émission de présenter qu'est-ce que votre métier, qu'est-ce que la spiruline. Il y a une petite histoire derrière tout ça qui ressemble un peu à un scénario de science-fiction. C'est une histoire où il y a 2 chercheurs, un Américain, un Français, qui, dans les années 60, ont été investis d'une certaine forme de mission, celle de découvrir et de travailler sur un super aliment, entre guillemets. Et ils se sont installés à Hyères, dans le sud de la France, pour travailler ensemble sur la spiruline. C'est ça. C'était à la demande de l'OMS, en fait. Les grandes famines africaines étaient installées, on les voyait venir. Pour les personnes de ma génération, on se rappelle de l'Éthiopie et de la Somalie et ainsi de suite. Et donc l'OMS cherchait à trouver des solutions par rapport à ces problèmes de malnutrition. Et donc ils ont chargé ces 2 personnes de travailler sur la famille des super-aliments, ce qu'on appelle les super-aliments à l'OMS, c'est-à-dire des aliments qui contiennent tout ce dont le corps humain a besoin, et de trouver un super aliment qui puisse se produire de façon très simple et surtout en conditions extrêmes. L'idée n'était pas forcément de produire en France, il était plutôt d'aller là où il y avait des problèmes de malnutrition, de créer des micro-fermes pour pouvoir nourrir les gens sur place, quoi.
Voilà. Et donc, c'est ce qui, en tout cas pour l'Europe, a permis de redévelopper un petit peu la spiruline, parce que nous, on a l'impression de redécouvrir un petit peu tout ça depuis quelques années. Mais si vous allez au Tchad, en Inde, dans les pays asiatiques en général, ils consomment de la spiruline depuis très longtemps, quoi. Mais nous, on avait oublié, c'est pas trop notre culture. Donc, c'est vraiment revenu à la demande de l'OMS dans ces années-là. Et pendant très très longtemps, la mission d'un spirulinier, elle était plutôt on travaillait dans l'humanitaire plutôt, quoi, hein. Il n'y avait pas de volonté de production en France, quoi, hein. On était vraiment sur des chercheurs qui cherchaient à développer cette microalgue. Pourquoi la spiruline? Tout simplement parce que effectivement, elle peut se cultiver relativement facilement. Enfin, il y a quelques paramètres à maîtriser, mais elle peut se développer même dans des endroits très très chauds, quoi. La spiruline, là où elle va se sentir le mieux, c'est dans une eau à 37 degrés. Donc, vous voyez, avant de monter une eau à 37 degrés, il faut y aller. Alors, par chez nous, on va travailler avec des serres, mais qui ne servent pas que à ça, mais on en reparlera certainement. Mmh. Mais voilà, sur des lieux très reculés en Afrique où il peut faire très très chaud, on peut produire de la spiruline. Voilà. On en a découvert des traces d'une manière presque archéologique. Oui, il y a pas eu. On en a retrouvé pas mal. Alors, principalement dans 2 endroits, au bord du lac Tchad. Donc, c'est une tribu qu'on appelle les Kanambou, et c'est un peu grâce à eux aussi que l'OMS s'est repenché un petit peu là-dessus. Ils avaient remarqué que, alors il y avait des grandes famines et vraiment des gros problèmes de malnutrition dans ces régions-là à cette époque, sauf au bord du lac Tchad. Au bord du lac Tchad, ils avaient trouvé une tribu qui, eux, n'avait aucun souci. Et donc, ils ont cherché à comprendre pourquoi, et tout simplement parce qu'ils consommaient de la spiruline depuis très longtemps, quoi. Et effectivement, on a retrouvé des fossiles des cailloux de spiruline fossilisés dans différents endroits, donc au bord du lac Tchad, mais aussi sur le chemin des Incas notamment. Donc on a une souche qui vient du Pérou, et on a pu remarquer que ce qu'on appelait les messagers du chemin des Incas, ils étaient pas mal shootés à la spiruline, quoi, en fait, quoi. Super aliment, parce Ouais. que la spiruline contient, comme je le précisais en introduction de cette émission, des protéines, des glucides, des minéraux. Mm. Elle est d'une richesse extraordinaire, cette spiruline. Ouais, alors en fait, on aime dire que c'est l'aliment sur Terre le plus riche juste après le lait maternel, en fait, quoi. Voilà. Donc, à la base, déjà, la spiruline, c'est 60% de protéines. Donc, si vous prenez un sachet de 100 grammes, c'est 60 grammes de protéines végétales. Donc, il n'y a pas de perte à la digestion en plus. Mmh. Donc, on va les conserver. Et puis ensuite, on va y retrouver tout ce qu'on appelle les acides gras essentiels, les acides aminés. On va y retrouver tous les minéraux, notamment, c'est très chargé en fer. Il y a vraiment beaucoup de gens qui vont l'utiliser pour les carences en fer et l'anémie. Et on va y retrouver toutes les vitamines également, quoi. Donc, toutes les vitamines sauf une. La seule chose qui manque en fait dans la spiruline, c'est la vitamine C. Voilà. Sinon, on va retrouver vraiment tout ce dont le corps humain a besoin. Et en plus, on va y retrouver également 3 antioxydants à l'intérieur. C'est pour ça notamment que les sportifs utilisent pas mal la spiruline. Alors, on va retrouver de la bêta-carotène qu'on connaît bien. On va retrouver de la chlorophylle aussi qu'on connaît. Et une troisième qu'on appelle la phycocyanine, et qui est très particulière. C'est pour ça qu'on appelle ça les algues bleues. C'est une protéine qui est toute bleue et qu'on ne trouve que dans les cyanobactéries. En fait, cyanobactéries, le cyano, c'est pas le cyanure, c'est le cyan. Donc, Le cyan, oui. voilà, on appelle ça très souvent les algues bleues. Si on voulait être un petit peu plus précis, on devrait dire la bactérie bleue, en fait. Cette phycocyanine, on ne la retrouve que dans les cyanobactéries. Donc, cyano, la bactérie bleue, et phycocyanine, cyanine, pareil, c'est le cyan, et c'est un des antioxydants les plus puissants qu'on connaisse aujourd'hui, ouais, qui est utilisé dans les cosmétiques, notamment depuis très longtemps, quoi. Mmh. Le cyan et non pas le cyan, comme j'ai pu mal le prononcer dans mon introduction. Vous m'avez confié que c'est peut-être issu de la crise de la cinquantaine que vous décidez un jour de lâcher votre carrière dans le social, Ouais.
pour vous diriger vers de la production. Alors, on reparlera tout à l'heure de l'importance de termes comme paysan ou ferme, pour vous lancer dans l'aventure de la spiruline paysanne. Et pour cela, vous vous associez avec un monsieur, Richard Orin, qui lui était paludier. Il y a des concordances entre ces deux univers ? Oui, je crois, vraiment, mais que ce soit entre du paludier que du social d'ailleurs, Ouais. je pense. Donc effectivement, moi j'avais plutôt une carrière dans le social, donc j'ai été animateur, éducateur, j'ai fini comme directeur d'association sur Nantes. Et donc avec Richard, au-delà d'un associé, c'est un très vieux copain, on se connaît depuis 25 ans, on a fait énormément de choses ensemble. On a voyagé un petit peu partout et c'est lors d'un voyage justement, la cinquantaine arrivant, on se disait tiens, on ferait peut-être bien autre chose de nos vies. Lui, il était venu dans le social sur la fin de sa carrière parce qu'effectivement, il était paludier et suite à un accident, il a été un petit peu obligé d'arrêter. Et voilà, moi, j'avais jamais produit de ma vie. J'avais vraiment envie sur on va dire mes 15 dernières années de boulot, de passer à une production. Voilà, je voulais créer quelque chose de mes mains. Et Richard étant lui habitué à la production, avec un diplôme, un BPR, on appelle ça, d'exploitant agricole. Même si j'aime pas le mot exploitant, ça reste la dénomination. Et donc, on a pris pas mal de temps à regarder, faire de la production, pourquoi pas sur nos dernières années, mais pas tout, pas n'importe quoi, pas n'importe comment, quelque chose qui puisse réunir un petit peu toutes nos valeurs. Et donc, on a commencé à chercher qu'est-ce qu'on pourrait faire. On a mis à plat différents produits. Alors, on aimait beaucoup le safran, par exemple. On a vu pas mal de choses. Et puis, on a découvert la spiruline, justement, dans ces recherches-là. Et très clairement, lorsqu'on fait une colonne plus-moins, comme on fait tous pour s'aider, il n'y avait pas beaucoup de moins, quoi. Voire, il n'y en avait pas du tout. Enfin, il y en avait un pour moi, c'est qu'il fallait se lever tôt. J'étais pas trop matinal. Mais mis à part ce petit point-là, la spiruline, il n'y a que des côtés positifs, quoi. Donc, ça s'est très vite imposé à nous, en fait, quoi. Très rapidement, on s'est dit, je vois pas pourquoi on ferait pas ça, quoi, en fait. Et l'aventure commence parce que vous contactez un spirulinier également dans la région qui vous confie, qui vous donne une souche mère. C'est ça, ouais. Donc, alors la spiruline, c'est un milieu très particulier, hein. Alors oui, on est des agriculteurs, mais on est dans un esprit vraiment d'entraide et de coopération. Enfin, le côté humanitaire de la spiruline est vraiment là. On est en fédération, la Fédération des spiruliniers de France. Et donc, quand on a commencé à se creuser la question, on a été voir des producteurs qui étaient dans le coin, histoire de valider un petit peu tout ça. Et très rapidement, on a rencontré d'autres producteurs, et dont un qui nous a offert une bouteille de spiruline pour commencer. On est parti avec une bouteille de 1 litre et on s'est dit, pour essayer. Donc, on a commencé à monter une toute petite serre dans mon jardin, une serre d'enfants avec une piscine d'enfants. Donc, et parti de cette bouteille-là, justement, pour voir si ça pouvait nous plaire. Est-ce que ça pouvait correspondre à notre volonté? Et on a fait un petit été comme ça, en balbutiant vraiment dans le jardin. On a fait un premier été, on a produit notre première spiruline, et puis très rapidement, ensuite, on est parti en formation, quoi. Alors, la spiruline, elle se multiplie par 2 tous les 4 jours. Dans les meilleures conditions. Voilà. Alors, les meilleures conditions pour la spiruline, c'est assez simple à se rappeler. C'est un peu comme le corps humain, en fait, quoi. Là où elle se sent le mieux, c'est à 37 degrés. 37 degrés dans l'eau, hein, je précise, pas dans l'air. Et comme nous, pareil, à 41, 42, par contre, elle va mourir. Donc, on est sur un créneau relativement bas. Nous, on travaille jamais à 37 degrés. Elle va commencer à se développer à partir du moment où il faut au moins 20, 21 degrés dans l'eau. Elle va commencer à se développer tout doucement. Et puis voilà. Et les meilleures conditions, donc c'est
effectivement, les calculs de pH et ainsi de suite, de salinité, mais la température de l'eau à 37 degrés et la luminosité qui joue énormément. Je rappelle que ça fait la photosynthèse. Donc, dans les meilleures conditions, elle peut se multiplier par 2 tous les 4 jours, ce qui n'existe quasiment pas. Voilà, puis on ne le cherche pas, parce que si on montait un bassin à 37 degrés, il suffirait d'un bon coup de soleil par-dessus, on monterait vite à 41 et on perdrait, quoi. Donc, nous, on travaille plutôt sur des bassins entre 33, 34, 35, on commence à s'alarmer, quoi. Quelques chiffres, il en faut toujours pour bien resituer le sujet. 150 à 200 spiruliniers en France. Ouais. Premier pays européen Oui. à produire de la spiruline. Mm. Mais à l'heure actuelle, en France, on importe 80% de spiruline, essentiellement des États-Unis, où la culture est différente. On est sur de la spiruline industrielle. Donc oui, effectivement, on importe 80% de la spiruline. Alors, il faut savoir que, comme je l'ai expliqué au départ, il n'y a pas très longtemps qu'on produit de la spiruline. Les premières fermes ont à peine 10 ans. Ça a vraiment commencé à se développer, depuis 5 ans en France. Mais assez rapidement, dans les années 60, en fait, les industriels se sont mis sur le créneau, principalement aux États-Unis, en Chine et en Inde. Voilà, c'est les 3 gros pays producteurs. Mais si je prends par exemple les États-Unis, je vous ai dit qu'au départ, la phycocyanine est utilisée depuis pas mal de temps dans les cosmétiques. C'est leur cœur de métier. Leur cœur de métier, c'est plutôt de travailler avec des laboratoires pharmaceutiques et extraire de la phycocyanine pour en faire des produits dérivés cosmétiques. Ça a été vraiment leur premier métier. Et puis, petit à petit, il y a eu une demande en France pour pouvoir se nourrir. Donc après, les industriels, s'ils peuvent vous la vendre pour la consommation humaine, ils le font, mais Sans hésitation. Sans hésitation, mais c'est pas le but du jeu à la base. Sachant qu'il y a quand même une grande différence qui est un peu fondamentale. Enfin, il y en a plusieurs, mais il y en a une qui est un peu fondamentale. La spiruline, donc j'ai dit que c'était une cyanobactérie. Et pourquoi elle est aussi riche? C'est tout simplement parce qu'elle a les capacités d'ingurgiter tout ce qui l'entoure dans son milieu. Elle va les ingurgiter et elle va vous les restituer. Donc quand je dis tout, c'est tout, c'est-à-dire tout ce qui est bon, mais tout ce qui est potentiellement mauvais aussi. Y compris les métaux lourds. Y compris les métaux lourds. On sait malheureusement aujourd'hui que ne serait-ce que la pluie, elle est chargée de métaux lourds, elle est chargée de pesticides. S'il pleut dans un bassin, la spiruline va s'en nourrir. Et c'est là une des grosses différences avec les industriels. Pour ceux qui ont envie, vous taperez rapidement un jour spiruline Hawaï ou Californie, par exemple. C'est principalement là pour les Américains qui vont la produire. Et vous allez voir que c'est des bassins, alors on est à l'américaine, ça fait des hectares et des hectares et des hectares, mais c'est surtout que c'est des bassins extérieurs, quoi. Et un bassin extérieur, de fait, la spiruline va se nourrir de la pollution environnante. C'est pour ça que nous, en tant que paysans, on travaille tous sous serre. Comme je le disais, la serre va aider à faire monter la température, mais elle va surtout permettre de protéger la spiruline des agressions extérieures, en fait, quoi. Cosmétiques, donc essentiellement pour la production industrielle, oui. En particulier aux États-Unis. Quels sont les produits que vous, à la cabane à spiruline, vous produisez? Alors, nous, on fait de la spiruline, évidemment, 100% naturelle, pure. La forme la plus respectueuse de la spiruline, c'est ce qu'on appelle les brindilles. Alors, les brindilles, les paillettes, il y a différents noms qui circulent. Nous, on les appelle les brindilles tout simplement parce que nous, on tire des petits spaghettis qui sont broyés. Ça va ressembler à des vermicelles. Donc ça, c'est vraiment la forme la plus respectueuse de la spiruline. Et puis ensuite, on propose également des comprimés, c'est-à-dire que là, c'est juste de la spiruline en paillettes qu'on a mis en poudre et qu'on a recompressé tout de suite. C'est beaucoup les sportifs qui vont utiliser ça. Nous, on est assez présents dans le trail, dans le marathon, dans des choses comme ça. Donc les comprimés, il y a un petit côté plus pratique. On peut les avoir sur soi, notamment dans le trail. Certains trailers vont l'utiliser pour couper la fringale en pleine course.
Lorsqu'on est parti pour 80 km, il y a un petit moment, on a faim, et ben la spiruline va les aider, tout simplement parce que le corps reçoit une information de satiété, et étant donné qu'il y a tout ce qui convient à l'intérieur. Rien à voir avec le dopage. Rien à voir avec le dopage, même si on s'amuse à dire que la spiruline est considérée comme l'EPO naturel, en fait, quoi. Ouais. Donc nous, on va proposer la spiruline sous ces deux formes-là. C'est vraiment les formes les plus respectueuses. Pour information, on peut trouver de la spiruline en poudre. Je ne le conseille pas. Très souvent, la spiruline en poudre, ça va être de la spiruline industrielle. La spiruline, un des intérêts, c'est que c'est très chargé en fer. Et en fait, quand on la met en poudre, on va casser la membrane de la spiruline et le fer va s'oxyder au contact de l'oxygène. Donc, en général, une spiruline en poudre, si on la trouve dans le commerce, c'est une spiruline industrielle. Ils la mettent en poudre parce que ça prend beaucoup moins de place à expédier. Et que eux, la qualité, c'est pas trop... Enfin, voilà, ils regardent pas forcément tout ça de la même manière que nous, en tout cas. Et puis ensuite, à la cabane à spiruline, on s'est amusé à créer quelques produits un peu dérivés. Alors, on a fait une bière à la spiruline avec la Maison Blanche de Machecoul. Alors, nous, on ne travaille qu'avec des producteurs locaux. On salue Hugues, au passage. Ouais, Hugues et Emmanuel, je vous salue très clairement. On a travaillé avec eux. Je disais qu'on était présent sur les marathons. On a remarqué assez rapidement qu'il y a beaucoup de marathoniens qui aiment bien boire une petite bière après la course. Certains disent que ça aide à la récupération. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que les antioxydants de la spiruline, la phycocyanine notamment, aident vraiment à la récupération et enlèvent les courbatures. Et donc on s'est dit, faut qu'on arrive à trouver un juste milieu, faire une bière à la spiruline, mais qui soit efficace, dans lequel il y ait assez de spiruline pour que ça fonctionne. Donc on a super bien bossé avec eux, et du coup on a sorti une bière chargée à 6 grammes de spiruline au litre, ce qui fait que dans une bouteille de 33, il y a 2 grammes de spiruline, ce qui peut correspondre à une bonne dose pour la récupération d'un sportif juste après l'effort. Et puis elle a une petite couleur sympa, elle est entre le bleu et le vert, c'est vraiment la bière de la Côte de Jade, quoi. Donc elle est sympa. Et puis on a eu aussi pas mal de parents qui souhaitaient donner de la spiruline aux enfants. La spiruline, c'est un petit goût assez particulier, c'est pas toujours facile pour les enfants. Et donc, du coup, on a travaillé avec un autre copain qui est à Saint-Marc-du-Coutais pour faire un miel à la spiruline. Alors, toujours dans le même état d'esprit, hein, on est sur un miel à 16%, donc il est très chargé. L'idée étant que ça soit une consommation différente, voilà, pour amener la spiruline, quoi. Alors, il y a une consommation idéale par individu. Ouais. On considère que c'est de 3 à 5 grammes par jour, soit 1 gramme par 20 kilos de poids. Ouais, c'est ça. Elle est conseillée à tout le monde, sauf peut-être une exception, c'est les personnes qui autoproduisent du fer. C'est ça. C'est une maladie qu'on va appeler, qu'on appelle l'hémochromatose. En fait, c'est des gens qui fixent trop le fer et qui le fabriquent. Et comme je le disais, la spiruline est vraiment très chargée en fer. Donc, la seule contre-indication qu'il peut y avoir à la consommation de la spiruline, c'est cette maladie-là. En général, les gens le savent, hein, c'est une maladie assez grave. Ça se soigne pas trop, il faut faire des saignées. Enfin bon, c'est assez compliqué. Mais sinon, la spiruline peut se donner à tout le monde, à n'importe quel âge, même tout petit. Nous, à la Fédération, on travaille pas mal sur des projets humanitaires, en ce moment notamment sur le Mali, et on travaille beaucoup avec des orphelinats. L'intérêt de travailler avec un orphelinat, c'est non seulement on va nourrir les enfants quand ils arrivent, très souvent ils sont repulsés avec un petit combo spiruline lait de chèvre qui est très efficace. Et puis en même temps, ça amène un petit complément de revenu pour l'orphelinat. Tout ça pour dire que ça peut se consommer dès le plus jeune âge, si besoin. Voilà. Après, on n'est pas obligé non plus de consommer de la spiruline en permanence. Alors pour les véganes, les végétariens, il peut y avoir un intérêt. Pour les enfants, ça dépend de l'état de santé, hein. Enfin, c'est pas un médicament non plus, mais si on a un petit coup de fatigue, faut pas hésiter, quoi. La spiruline, donc. La cabane à spiruline, c'est ainsi que s'appelle votre ferme. Ouais. Je sais que vous préférez nettement le terme ferme à celui d'exploitation agricole. On en a parlé il y a quelque temps encore dans une autre émission. Vous êtes installé à Chaumes-en-Ré.
C'est ça. Et on peut vous contacter au 02 40 64 15 41, 02 40 64 15 41. On peut également vous écrire la cabane à spiruline, tout attaché, @gmail.com, la cabane à spiruline, @gmail.com. Et vous serez du 1er au 23 décembre à l'autre marché à Nantes. Comment ça va se passer concrètement, votre présence sur l'autre marché? Alors sur l'autre marché de Nantes, c'est ce qu'on appelle un marché solidaire. Hein, donc voilà, en tant que petit exploitant agricole, on rentre dans ce cadre-là. Et puis ensuite, le côté social est revenu un petit peu à la cabane à spiruline. On est sur un marché solidaire, on aime travailler avec d'autres personnes. Donc on s'est dit avec qui on pourrait travailler sur l'autre marché, avec qui on pourrait tenir un stand. Et assez rapidement, on s'est tourné vers l'ADAPI, parce que donc à Chaumoré, il y a un ESAT. Un ESAT, c'est les entreprises qui font travailler les personnes en situation de handicap, avec qui on travaille depuis un petit moment. Nous, beaucoup de nos sachets sont ensachés par des personnes en situation de handicap. Et il y a beaucoup d'ESAT qui créent des produits. Il y a un ESAT qui fait du chocolat, il y a un ESAT qui fait des pâtés. Enfin, il y a pas mal de petites choses comme ça. Et donc, on a pris contact avec l'ADAPI pour voir si ça pouvait les intéresser de travailler ensemble et de tenir un stand ensemble. Sachant que pour eux, c'est relativement compliqué, puisque l'autre marché, c'est 23 jours de suite, c'est de 10h à 20h tous les jours. Donc, pour eux, c'est assez compliqué de tenir un stand seul, alors que nous, on est un petit peu obligé d'y aller. Et de fait, moi, de par mes diplômes dans le social auparavant, on a pu passer un bon petit partenariat ensemble, et on est super ravis de tenir ce chalet avec eux. Donc, il y aura soit Richard, soit moi sur le stand, et puis des personnes en situation de handicap qu'on va accompagner aussi pour la vente et vendre les produits qui sont fabriqués dans les ESAT de la région, quoi. Ouais. Présence donc à l'autre marché à Nantes du 1er décembre au 23 décembre. C'est ça. Vous tapez la cabane à spiruline sur Internet, on tombe sur votre site où là il y a absolument toutes les infos, y compris un itinéraire pour aller voir où se trouve la cabane à spiruline. Merci beaucoup Thierry Roux d'avoir participé à cette émission Code Rom X sur l'antenne de Jade FM. Bonne continuation à vous. Merci à vous, et puis n'hésitez pas à venir nous voir à la ferme. On est une ferme ouverte, on adore parler de ce qu'on fait, donc n'hésitez pas à venir découvrir ce qu'on fait directement chez nous, quoi. Merci Thierry. Merci.